Très bien, merci. Donc, comme je vous disais, je vais présenter nos panélistes avant que nous débutions la session en tant que telle. Donc, Madame Andrea Sessuave-Lemondrousseau a été secrétaire générale de la Commission d'Océan Indien de 2004 à 2008. Diplômée de l'École supérieure du Trésor et inspecteur du Trésor, elle a débuté sa carrière dans l'administration publique à des postes à responsabilité, notamment dans les ministères en charge de l'économie, des finances, du budget ou encore de la population. Elle a également été directeur général de la décentralisation au sein du ministère des Finances. Elle est nommée en 2003 ministre chargée de la décentralisation des provinces autonomes et des communes, avant de prendre la tête donc, du secrétariat général de la COI pour un mandat de 4 ans en 2004. Son mandat a été marqué notamment par le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu en 2005 ici à Madagascar et qui a donné l'impulsion à l'une des actions emblématiques de notre coopération régionale, à savoir le plan régional de surveillance des pêches, qui aujourd'hui mobilise 9 États d'Afrique orientale et de l'océan Indien, et qui d'ailleurs a reçu un prix très récemment, un prix international au Canada, qui avait été reçu par notre collègue chargé de mission Marc Mamianan. Ce sommet avait également donné l'impulsion politique à la création de notre réseau régional SEGA One Health, qui réunit aujourd'hui plus de 300 professionnels des administrations nationales en charge de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale, ainsi que des institutions de référence. À la suite de son mandat à la COI, Mme Andrea s'est nommée médiatrice de la République pour 6 ans, avec la responsabilité de veiller au respect des droits des citoyens. Et Mme Andrea, c'est une figure active de la diplomatie régionale, étant à la fois membre du comité des sages du COMESA, ou encore membre de la plateforme Femmes en politique de l'océan Indien. Et on a donc bien remarqué que beaucoup des actions qui ont été entreprises durant son mandat ont posé des jalons d'activité qui ont encore cours et qui sont d'ailleurs reconnus aujourd'hui à la CE. Pour présenter M. Jean-Claude Delestrac, j'opterai pour un adage qui est bien connu dans les salles de rédaction, journaliste un jour, journaliste toujours. M. Delestrac a débuté sa carrière de journaliste à l'Express de Maurice avant de bifurquer vers une carrière politique qui le verra occuper les fonctions de parlementaire, de maire de la 2e ville du pays, et bien sûr des fonctions ministérielles, par 2 fois chef de la diplomatie mauricienne, ministre également du développement économique et du plan, ou encore ministre de l'industrie. Fait notable, alors qu'il est chef de la diplomatie mauricienne en 82, il effectue ses premières missions non pas à Londres ou à Paris, comme ce fut souvent le cas, mais à Antananarive et à Victoria, avec dans sa valise le projet d'une organisation de coopération régionale, la COI. Il est donc en 82, avec Christian Rémy Richard de Madagascar et Maxime Ferrari des Seychelles, l'un des pères fondateurs de la COI. Quittant la politique en 95, Jean-Claude Delestrac revient à la presse en tant qu'éditorialiste et rédacteur en chef de l'Express, où il avait commencé sa carrière, et surtout comme patron de presse donc, du groupe La Sentinelle, qui est devenu un groupe diversifié et profitable d'envergure régionale, et qui a participé également à la libération des ondes au tournant du siècle à Maurice. Alors l'histoire nous réserve parfois des buts insolites, puisque 30 ans après avoir créé la COI, il la retrouve en 2012 en tant que secrétaire général, et il avait focalisé son action sur la promotion de l'Indienne Océanie, la connectivité régionale, ou encore la résolution de la crise politique à Madagascar, nous y reviendrons. Depuis, M. Delestrac siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont Fine Foods Limited, Fine Foods Marketing qu'il préside, et il continue d'écrire, parfois dans la presse, surtout beaucoup d'ouvrages, des ouvrages sur l'histoire de Maurice, et tout récemment, un premier roman, et d'autres projets d'écriture sont d'ailleurs en cours. Monsieur Ahmad Hamadi, conseiller diplomatique du président de l'Union des Comores, a été secrétaire général de la Commission d'Océan Indien de 2016 à 2020. Plus connu sous le nom de Boléro, M. Ahmad Hamadi est diplômé en droit international de l'Université de Kiev et il a été le témoin direct des conséquences de la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'URSS, ce qui a sans doute motivé son appétence pour les relations internationales et la diplomatie. M. Ahmad Hamadi a occupé diverses fonctions dans l'administration et auprès du Parlement des Comores. Il a joué un rôle important dans les négociations de la crise politique qui a secoué les Comores à la fin des années 90, étant l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de l'Union des Comores. Il est d'ailleurs associé à l'idée de la présidence tournante entre les îles de l'Union. Ahmad Hamadi a occupé les plus hautes fonctions de l'État, président par intérim, chargé de la permanence de l'État et de l'organisation des premières élections sous la nouvelle Constitution. Il a également été Premier ministre, plusieurs fois directeur de cabinet du président, également chargé de la Défense avec rang de ministre, entre autres.
souvent fait à relever des défis. Monsieur Hamad Hamadi est aussi le créateur de l'Office de radio-télévision des Comores. Quand on lui a demandé de le faire, il disait « mais je ne connais rien », il l'a fait. Et Hamad Hamadi a activement également soutenu les initiatives de renforcement institutionnel à la COI, notamment avec la réécriture des textes fondateurs, voyant les textes avec son regard de légiste, et aussi pour la sécurité maritime régionale, ayant placé son mandat sur la sécurité sur tous les fronts, et ce qui a donné lieu d'ailleurs à la signature de 2 accords régionaux qui fondent une architecture régionale de sécurité maritime qui mobilise aujourd'hui 7 États signataires et des dizaines de partenaires. Là, c'est notre liste, le professeur Velayudom Marimoutou, secrétaire général en exercice de la COI depuis 2020, docteur en sciences économiques de l'École des hautes études en sciences sociales. Le professeur Marimoutou a précédemment occupé des postes clés, notamment rédacteur de la région académique de la Réunion et chancelier des universités, directeur de l'Institut d'économie publique, directeur de l'Institut français de Pondichéry, directeur scientifique adjoint du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, ou encore doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Montesquieu, Bordeaux 4. Le professeur Marimoutou compte aussi à son actif une riche expérience internationale, comme professeur invité aux universités de Genève, de la Réunion, de Fès Casablanca et Marrakech au Maroc, de Ouagadougou au Burkina ou encore de Mexico et de Magalore. Il a aussi été expert du Conseil européen des experts et de l'Agence européenne de recherche, entre autres. Cette carrière académique de premier plan a conduit le professeur Marimoutou à administrer de très grandes institutions, telles que le rectorat de la Réunion ou l'Institut français de Pondichéry. Et au regard de son parcours professionnel, le professeur Marimoutou a naturellement placé parmi les priorités de son mandat à la COI les questions d'éducation et de formation professionnelle, de recherche et de sciences, ou encore la mobilisation de la jeunesse. Les États membres de la COI, les instances de la COI ont manifestement bien entendu le plaidoyer du secrétaire général, puisque ces sujets sont inscrits dans le nouveau plan de développement stratégique de la COI qui a été adopté ici même à Antananarivo au 37e Conseil des ministres en mai dernier. Le mandat du secrétaire général Marimoutou a aussi été marqué par le lancement du tout premier projet régional de la COI dédié à la gouvernance, la paix et la stabilité qui nous réunit donc aujourd'hui. Voilà, vous m'excuserez cette introduction peut-être un peu longue, mais il m'a semblé utile de présenter au mieux les secrétaires généraux de la COI, qui, vous l'avez constaté, ont donc une très riche expérience de la vie publique, de la vie politique, diplomatique ou encore académique, ce qui, à travers le regard croisé, nous permettra d'évaluer le rôle de la COI dans la diplomatie préventive et le soutien aux processus électoraux, mais aussi d'en tirer des enseignements et des réflexions. Je vous invite donc à débuter avec Madame Andreas, si vous voulez bien. Madame Andreas, vous avez pris la tête de la COI peu de temps après la crise politique de 2001-2002 à Madagascar, pour laquelle la COI avait d'ailleurs été mobilisée. Et elle avait d'ailleurs dépêché une mission d'information et de solidarité, c'était le terme qui était utilisé à l'époque. Elle avait collaboré avec la communauté internationale, même si pour 2 universitaires français que je citerai, Françoise et Jean-Pierre Réchaud, pour ceux qui le connaissent, ils avaient qualifié cet engagement de la COI, je cite, d'aimable intermède. On appréciera. Alors, quelles ont été, Madame Andreas, les actions que vous avez entreprises durant votre mandat à la COI sur ces questions de gouvernance, sachant qu'effectivement la région sortait à ce moment d'une situation de crise? Avant de répondre à votre question, je salue quand même toute l'assistance, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs, professeurs, honorables invités. C'est un honneur de pouvoir se mettre avec nos grands amis de l'océan Indien aujourd'hui. Et au lieu de répondre tout de suite à toutes ces questions, à la question qu'il vient de me poser, je voudrais quand même faire un discours très très court par rapport, parce que par rapport à ma présentation qui a été longue, je voudrais être très court pour ne pas vous fatiguer aussi, parce que 4 discours c'est quand même beaucoup en une seule matinée. Donc, je voudrais commencer par vous saluer. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole donc, en ce 2e jour de rencontre organisée par la COI
en ces lieux à Madagascar. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est sur le rôle de la COI dans la diplomatie préventive et le soutien des processus électoraux. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la COI est une organisation donc, intergouvernementale créée déjà en 1984, mais son rôle a beaucoup évolué depuis ces quelques trentaines d'années d'existence. Moi-même, j'ai été élu en 2004 et cela s'est passé aux Comores. C'était comme un passage d'examen quand j'étais aux Comores. Ils se sont enfermés, les ministres s'étaient enfermés et après, je crois, quelques heures, ils m'ont appelé, ils ont dit « Faites un discours maintenant, c'est à vous que revient donc le choix des membres de la COI, des ministres qui étaient en réunion aux Comores. » Et là, évidemment, j'étais obligé d'inventer un discours. J'ai réfléchi très très rapidement à ce que je devais dire. Évidemment, ça commençait par les remerciements. Et même maintenant, je remercie encore tous les pays qui m'ont donné cette confiance à cette époque-là. Alors, pendant mon mandat de 4 ans, la COI devait mettre en œuvre de nouvelles orientations stratégiques en se présentant comme un premier cercle de coopération destiné à faciliter l'insertion de ces pays membres dans des ensembles régionaux plus vastes, tels que le COMESA et les autres pays de l'Afrique de l'Est, et surtout développer les missions avec l'appui de la Commission européenne. La COI a intégré le Comité interrégional de coordination, le CIRC. À cette époque-là, c'était en 2005. Et en 2005, malheureusement, les Comores qui avaient adopté une charte constitutionnelle, il y avait une crise aux Comores. Et la COI était associée pour faire partie de la délégation dirigée par le Premier ministre de Madagascar à cette époque pour accompagner les parties comoriennes dans le dialogue pour le retour à la paix. La même année, nous avons travaillé à l'élargissement et la formalisation des partenariats de la COI au niveau sous-régional, plus particulièrement avec les organisations régionales sœurs comme le COMESA. Nous avons d'ailleurs intégré le comité interrégional de coordination, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CIRC, qui non seulement cadrait la relation de nos organisations régionales avec l'Union européenne, mais nous permettait aussi de disposer des ressources pour des actions communes et complémentaires, notamment dans le domaine de la paix et la stabilité. Cet outil, le CIRC, a été d'un apport utile pendant de nombreuses années pour permettre à la COI d'engager des actions de coopération. En 2005, il y a eu surtout le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI à Madagascar, lors duquel les décideurs de nos États, en présence des partenaires au développement et des hauts représentants de la SADC et du COMESA, avaient notamment souligné l'importance de la COI d'intervenir dans la sécurité et la lutte contre le terrorisme, l'échange d'informations et le renforcement des institutions démocratiques. Je me félicite de constater que les sujets ont été débattus au sommet de 2005, ont été toujours suivis par la COI. La COI a donc continué de travailler sur ces sujets. Aujourd'hui, il est satisfaisant de voir qu'un projet spécifiquement consacré à la gouvernance, à la paix et à la stabilité soit mis en œuvre. J'invite donc les instances de la COI à capitaliser les acquis de ce projet, dont le réseau électoral de l'Océan Indien et l'association des parlementaires, pour que les actions qui répondent au cadre fixé en 2005 se poursuivent au bénéfice de la stabilité de notre région. La COI s'est rapprochée des organisations sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, comme le COMESA. Je pense qu'il est nécessaire de poursuivre ce rapprochement et de systématiser les collaborations, notamment dans le domaine de la promotion de la gouvernance et les appuis aux processus électoraux. Je comprends que la COI soit intervenue plus fortement sur ces sujets après 2008, mais il me semble qu'une collaboration COI-COMESA lors des échéances électorales des États membres de la COI serait toujours souhaitable parce que d'une part, le COMESA dispose de ressources et d'une expérience de terrain et des missions d'observation plus poussées que la COI,
même si la COI connaît bien le terrain qui forme les îles de la région. Moi-même, j'ai été associé maintenant au travail du COMESA et maintenant j'ai été élu en 2021 membre du comité des sages et nous sommes 3 ressortissants des îles de l'océan Indien à avoir été nommés au COMESA. Il s'agit de Madagascar, donc, et de Maurice et des Seychelles. Nous pourrions donc par exemple faciliter les collaborations dans le cadre des missions du comité des sages avec la COI. Je voudrais déjà terminer, mais avant de terminer, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les organisations de notre rencontre, le projet GPS qui organise cette réunion de préparation des élections à Madagascar. Je voudrais rappeler qu'en 2018, nous, anciens secrétaires généraux de la COI, dirigés par M. Delestrac, avions participé à l'observation des opérations de vote à Madagascar pour l'élection présidentielle dans notre pays. C'est une marque de tout cela, est une marque de confiance pour la COI et c'est un avantage que nous devons toujours préserver pour le bien-être de notre pays. Je voudrais aussi insister sur le rôle des observateurs nationaux et cela à long terme, car ils sont sur place et peuvent appuyer la COI dans leur démarche, sa démarche inclusive pour les différentes élections qui vont se dérouler très bientôt dans nos pays respectifs, c'est-à-dire Madagascar, les Seychelles, et je crois que le Maurice aussi a cette élection, les élections prochainement. Je ne vais pas être long parce que mes collègues sont toujours là pour attendre que je termine. Et je voudrais les remercier de leur attention. Je voudrais remercier toute la salle de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous tous. Merci Madame Andreas. On retiendra notamment parmi vos réflexions le fait qu'il y a cette possibilité quand même de capitaliser sur la relation qui existe déjà, une relation institutionnelle, entre la COI et le COMESA, et notamment sur ces sujets de gouvernance et de stabilité, notamment voir dans quelle mesure est-ce que la COI, mais également les réseaux qui ont été créés, que ce soit la PCOI ou le réseau électoral de l'océan Indien, peuvent également profiter des activités du comité des sages dont vous faites partie. Dans quelle mesure est-ce que, en ce qui s'agit en tout cas de l'observation d'élections, il peut être envisageable aussi de mutualiser les ressources et les moyens, les compétences qui peuvent être disponibles auprès des institutions qui ont ces ressources et ces mandats, comme le COMESA également, et il y a aussi la SADC. Ce qui m'amène à passer naturellement à M. Jean-Claude Delestrac, qui a été donc SG de la COI de 2012 à 2016, et qui, dès son arrivée, a eu comme l'un des principaux chantiers la poursuite de l'engagement régional dans le processus de sortie de crise à Madagascar. La COI est très impliquée dans ce contexte aux côtés des partis malgaches et auprès de la communauté internationale. Et la question finalement, c'est comment la petite COI, dirons-nous, a-t-elle pu se faire une place et jouer un rôle déterminant, utile, reconnu auprès des autres acteurs du groupe international de contact notamment, et dans la résolution de la crise politique à Madagascar pour conduire des élections. Merci. Réponse courte, c'est parce qu'elle est petite justement, et qu'elle est une organisation de proximité. Alors, les choses se sont déroulées en 2 temps. Dans un premier temps, la médiation pour la résolution du conflit, qui durait depuis plusieurs années, avait été confiée par l'Union africaine à la SADC. Première difficulté, les délégués de la SADC qui se retrouvent à Madagascar sont tous des anglophones. Il y a une première barrière de langue. Ils ont une difficulté à bien mesurer ce qui se passe. On ne peut pas lire les journaux. Et même les discussions avec les acteurs malgaches sont parfois difficiles et compliquées, même s'il est vrai que M. Tichado était également francophone. Et la SADC a tourné en rond pendant très longtemps, au point qu'à un moment donné, j'ai posé assez directement et assez fermement la question de savoir si il ne faut pas constater le fait
que la médiation de la SADC est quelque part un échec, parce qu'on aboutit à rien après plusieurs mois de médiation, des allers-retours, des négociateurs, des conférences à Addis, surtout à Addis, à cette époque-là, toutes les conférences se déroulaient à Addis, et essentiellement avec les deux protagonistes de la crise, l'ancien président Ravaloman et le président Rachel. Et pendant cette période-là, la SADC avait au fait marginalisé la petite COI, considérait que la COI n'avait pas se mêler de cette médiation qui avait été confiée à la SADC par l'Union africaine. Mais au bout du compte, il a fallu se rendre à l'évidence que la COI, de par les relations qui existent entre les dirigeants des pays membres de la COI avec Madagascar. Il faut savoir que Madagascar est un pays de peuplement pour l'ensemble des autres îles de la région. Il y a des relations extrêmement fortes, culturelles, historiques, et qu'en plus, il y a une longue fréquentation. Les dirigeants se connaissent, se parlent, les dirigeants de tous les bords politiques. Cela finalement s'est imposé à l'Union africaine, grâce notamment à la clairvoyance du commissaire Lamamra, qui à un moment donné présidait les réunions. Nous avons à ce moment-là formulé la proposition que les réunions se tiennent plutôt à Madagascar au lieu d'Addis. L'occasion pour les médiateurs de la SADC de rencontrer l'ensemble des acteurs politiques de Madagascar. Il n'y a pas seulement les deux protagonistes, Rajoel et Ravaloman, mais à Madagascar, les églises, par exemple, ont un rôle, une influence considérable. L'armée compte beaucoup dans l'évolution politique. Et là, après avoir tenu plusieurs réunions plus ou moins stériles à Addis, décision est prise de tenir une réunion à Madagascar. Et c'est la réunion qui va débloquer la situation après une réunion extrêmement difficile organisée sous la présidence de Seychelles, du président Michel, qui était à ce moment-là président de la commission du Sahel. On se retrouvait sur l'île des Roches avec la SADC, mais marginalisée. La SADC ne voulait pas que la CEI participe à cette réunion de négociation, mais éventuellement, par la suite, à l'assistance du président, nous avons tenu une réunion séparément de la médiation de la SADC avec Ravaloman et Rajoel. Et c'est là que j'ai personnellement fait la proposition du LINI, qu'on va essayer de répéter à Boris les jours prochains. Alors le LINI, c'était de dire, allons débloquer la situation en obtenant que ni Rajoel ni Ravaloman ne se présentent aux prochaines élections présidentielles. Rajoel a tout de suite accepté la proposition, mais Ravaloman, soutenu par les Sud-Africains à l'époque, avait objecté. Il a longtemps dit non. Et puis, bon, finalement, on se retrouvait à Madagascar. Et à Madagascar, sous la présidence de l'ambassadeur Lamamra, il y a eu une réunion qui a été la réunion où le LINI a été accepté, où une série de propositions de la COI qui, contrairement à ce qui se passe sur le continent, de la manière de gérer les conflits sur le continent, souhaitaient que l'on participe à une crédibilisation des institutions malgaches, la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle avait accepté, par exemple, des candidatures au moment des élections qui n'étaient pas acceptables sous la loi. Nous, notre idée, c'était que pour que le processus soit reconnu pour les Malgaches, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, toutes les élections présidentielles, législatives de ces dernières années, jusque-là, à Madagascar, étaient contestées par la rue. Immédiatement après les élections, il y avait des manifestations parce que les Malgaches ne faisaient pas confiance à leurs institutions. Et ça reste un problème clé il faudra s'assurer que la CENI soit perçue effectivement comme par les Malgaches, comme une institution totalement indépendante
Sinon, le processus risque de déraper. La Cour constitutionnelle. Donc il faut que les Malgaches comprennent, acceptent que ces institutions sont aujourd'hui crédibles, indépendantes, et que le processus se transforme. Les 2 dernières élections se sont passées dans de bonnes conditions. Les deux dernières élections présidentielles. Au fait, l'enjeu pour nous là, c'est d'aider et à nous assurer que c'est le cas, que ces acquis-là soient préservés et que les élections se déroulent dans la transparence, comme cela s'est passé. J'étais personnellement témoin de cela lors des 2 dernières élections, la plus grande transparence, et il faut s'assurer que c'est encore le cas et que donc ce qui a été acquis grâce au travail d'un ensemble de partenaires soit préservé. Sur ce plan, je suis plutôt surpris de constater que le projet COI ne prévoit pas des missions d'observation des élections. Je pense que c'est une erreur. Alors il faudrait soit que les partenaires de la COI, en l'occurrence l'Union européenne, soit les pays membres de la COI, en termes de solidarité, cette fameuse solidarité dont on parle sans cesse, mais dont on voit rarement les manifestations quand il faut, que les États participent à cette mission de surveillance des élections. Sinon, à quoi cela aboutirait si nous partons d'ici avec une série de recommandations pour le processus, s'assurer que le processus se déroule, mais que nous ne sommes pas là au moment où les élections se déroulent. Donc, sans savoir si nos recommandations ont été acceptées, s'il y a d'autres leçons à tirer, c'est absolument indispensable. Je termine sur un dernier point qui rejoint un peu la question qui vous a été posée. La leçon que moi je tire de tout ça, c'est que, en réalité, au-delà des institutions, les relations personnelles sont capitales et indispensables. C'est parce qu'il y avait ces relations personnelles entre les dirigeants de nos pays, le secrétaire général lui-même, y compris par exemple, moi je connaissais parfaitement Tissano, l'ancien président de Mozambique, qui en a été ministre des Affaires étrangères au même moment, et dans les instances internationales, Maurice et Mozambique s'asseyait côte à côte, et ça fait des complicités pendant que les autres parlent, on discute d'autres choses. Et les relations personnelles sont clés. Il faut donc multiplier les rencontres, multiplier les initiatives, parler aux gens et rencontrer les officiels. C'est ce que j'ai fait ici, là, déjà. Je suis là depuis 2 jours, mais j'ai rencontré à la fois les ministres et les membres de l'opposition. C'est le meilleur moyen de s'informer. Et la presse ne suffit pas. Il faut le contact personnel, le contact direct. Dernier point. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a quand même. Nous allons probablement déclarer que bon, les choses ne sont pas dans de bonnes conditions. Mais il y a un facteur qui bouleverse considérablement le fait du système démocratique. C'est le rôle de l'argent. Pour faire une campagne électorale à Madagascar, pouvez-vous imaginer ce que ça coûte, une campagne électorale d'un président? C'est des milliards de dollars. Et du coup, ce n'est pas accessible à beaucoup de gens. C'est pourquoi que finalement, la bataille se déroule en 2 ou 3 milliardaires. Les autres ne peuvent pas, ils font de la figuration. Alors, il y a peu de choses, il y a peu d'influence que l'on peut avoir sur cet état de fait, mais ne soyons pas naïfs, constatons que le rôle, l'influence de l'argent
malheureusement, pose un problème fondamental. C'est le cas à Madagascar, pas seulement. C'est le cas dans un certain nombre de pays. Et donc, nous avons, à la fin, on se gratifie d'une apparence de démocratie, de transparence, tout ça. Alors qu'en vérité, c'est l'argent qui déterminera le résultat des élections. Merci de votre attention. Merci, Monsieur de Lestat. Donc, on retiendra quand même cette idée de proximité culturelle, linguistique, relationnelle aussi, vous l'avez dit, qui permet effectivement, pour une organisation telle que la CEI, une région telle que la nôtre, de pouvoir capitaliser sur cette proximité et participer ainsi de la paix et la stabilité. D'ailleurs, la coopération, c'est avant tout des relations humaines, des relations d'hommes et de femmes qui souhaitent travailler ensemble. Ça va dans le même sens. Et effectivement, vous avez aussi quand même bien rappelé certaines actions déterminantes que la CEI a pu conduire, les propositions, que ce soit la rénovation de la cour électorale spéciale pour recrédibiliser l'institution, tenir la réunion à Mada, le MINI, l'ouverture aussi d'un bureau de liaison avec la mise à disposition d'un diplomate séchellois qui nous permettait donc de suivre au plus près les activités ici à Madagascar et donc d'être présent auprès des acteurs de la communauté internationale qui accompagnaient le processus. Et puis, juste aussi pour rappeler, vous avez parlé des missions d'observation. Donc effectivement, c'était à cette période où on a eu les seules missions d'observation, si je ne me trompe pas, de la CEI qui ont été déployées lors de l'échéance électorale dans la région. Depuis, on est passé sur un autre modèle, on y reviendra notamment avec monsieur Madame Hadi. Et vous avez parlé justement du fait que soit il faut aller voir les bailleurs, effectivement ils puissent soutenir de telles missions d'observation pour qu'on soit présent au moment, à l'instant T, c'est-à-dire au moment des élections, ou sinon que ça puisse venir de la part des États membres en signe de solidarité. Je rappellerai néanmoins qu'en 2013, en signe de solidarité, justement, donc il y avait le PNUD qui avait ce projet d'appui au cycle électoral malgache, pour le coup, qui avait permis de cofinancer les élections. Et donc la CEI avait pu y contribuer à hauteur de plus d'$1 million, si je me rappelle bien, grâce à des contributions solidaires et directes de Maurice, des Comores, des Seychelles et aussi de l'Australie d'ailleurs, qui avait participé à cette contribution de la CEI. Donc merci beaucoup d'avoir fait un peu ce tableau et puis aussi d'avoir fait des propositions et mis quelques recommandations. Monsieur Bolero, à votre arrivée à la CEI, vous aviez mis au cœur donc, de votre mandat, je le disais, les questions de sécurité sur tous les fronts. Au-delà de ce choix, est-ce que ce choix aussi répondait au fait que la CEI avait des mandats ad hoc, finalement, en matière de gouvernance et de paix, plus qu'un mandat structurel qui était inscrit dans ses missions premières? Merci Gilles. Monsieur le secrétaire général, monsieur le professeur Marimoto, mon successeur direct et mon prédécesseur direct. Je suis le nouveau ancien, donc j'ai un peu cette particularité d'être ici. Je suis le président de la CEI de Madagascar, ambassadeur, chers amis des caisses. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, Jules, d'abord de remercier les autorités malgaches pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Je voudrais aussi étendre ces remerciements au secrétaire général de la Commission de l'Océanie et à vos équipes pour les conditions de travail qui nous sont donc proposées. Et voilà, la preuve, nous sommes là, nous travaillons depuis hier. Je suis très heureux, Jules, de participer à cet événement organisé par la CEI, vous le savez, sur le rôle de la communauté internationale dans les processus électoraux dans notre région de l'Indian Ocean. Lorsque j'ai eu l'honneur, comme vous l'avez demandé, de devenir secrétaire général de la Commission de l'Océanie en 2016, j'ai pris mes fonctions avec une conviction forte. Je croyais, et je continue à croire d'ailleurs, qu'il ne peut y avoir de développement sans stabilité, et ni de stabilité sans sécurité. Et aucune région, et notamment pas la nôtre, ne peut bâtir sérieusement son futur, son développement, son émergence sur les sables mouvants de l'instabilité.
Je m'étais donc forgé cette conviction au fil des années, de crise au Comores, par mon expérience politique personnelle, en particulier ma présidence transitionnelle à la tête de l'État comorien, mes 2 mandats de Premier ministre et mes fonctions de directeur de cabinet présidentiel et de ministre de la Défense. J'avais tiré aussi de cette expérience un deuxième enseignement, à savoir que les processus électoraux sont à la fois un luxe et une absolue nécessité. Un luxe car lorsqu'on observe le fonctionnement de notre monde, on constate malheureusement que trop nombreux sont les peuples qui en sont privés. Une absolue nécessité parce qu'il ne peut y avoir de stabilité à long terme sans un choix souverain du peuple sur son avenir. Donc au-delà des divergences politiques, philosophiques, des rivalités partisanes, comme a parlé hier Jean-Claude Lestrac, et même personnelles, qui font l'intérêt et le sel de la République, il y a un point qui doit faire le consensus chez tous les acteurs de l'indianocéanie politique. Les processus électoraux ne doivent pas être perçus comme des moments d'instabilité de nos pays, mais au contraire, comme des épisodes structurants d'enracinement des institutions démocratiques. Donc, à l'immense travail mené par tous mes prédécesseurs, et en particulier par Jean-Claude Lestrac, mon prédécesseur direct, comme je l'ai déjà dit, dans le domaine de l'économie, de la sécurité alimentaire, de la connectivité maritime, j'en parle parce qu'il n'en a pas parlé, du numérique, c'est tout ce qu'il a fait. J'ai donc entrepris de rajouter, j'ai eu une deuxième priorité autour de cette question centrale de la stabilité et de la sécurité, en orientant ainsi le sens de mon mandat, de mon discours de prise de fonction. J'ai eu le sentiment de revenir aux origines même de l'accord général de Victoria et de retrouver l'esprit initial de la Commission de l'Océan Indien, qui s'est constituée, rappelons-le, non pas comme une organisation de gestion, ce qu'elle est devenue par la suite, mais bel et bien comme une organisation progressiste, fonctionnelle et de nature fondamentalement politique. D'ailleurs, parmi mes éminents collègues ex-secrétaires généraux de la COI et parmi les présidents du Conseil des ministres, nombreux sont ceux qui avaient participé durant leur mandat à des initiatives d'encadrement de processus électoraux et appuyé à la recherche concrète des solutions institutionnelles et politiques. Je pense, encore une fois, comme l'a dit Jean-Claude tout de suite, à la négociation des roches aux Seychelles, qui a permis de dégager une solution innovante pour que puisse se tenir l'élection présidentielle malgache 2013-2014 et que le pays sorte de la période de crise initiée en 2009 grâce à un schéma de réinstitutionnalisation démocratique qui recueillait l'accord des principaux acteurs du jeu politique malgache et répondait aux demandes de la communauté internationale. Pour ma part, ce que je voulais était sinon plus ambitieux, du moins d'une autre nature. Je souhaitais que la COI ne soit plus seulement appelée comme un pompier de dernière instance lorsque d'autres acteurs ne parvenaient plus à gérer les complexités de nos insularités politiques. Vous l'avez bien remarqué, comme l'a dit Jean-Claude, et ce fut le cas. Je voulais que les questions de paix et de stabilité soient inscrites parmi nos propriétés d'action et que la COI ait les moyens de ses ambitions en la matière. C'est en ce sens que j'ai donc plaidé auprès de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, les 2 principaux bailleurs de la COI, pour qu'ils aident notre organisation à travailler dans ce champ d'intervention. Dois-je rappeler la situation telle qu'elle était alors, à savoir que la COI n'avait aucun moyen dédié à la prévention des crises, à la médiation, ni à l'observation électorale. Chaque fois que la question se présentait, nous devions, vous m'excuserez cette expression tribale, racler les fonds du tiroir et chercher en catastrophe un probable donateur pour nous permettre de répondre aux attentes de nos États membres qui nous sollicitaient. Ou bien qu'un État prenne en charge. Je dois faire le témoignage aujourd'hui, c'était sous la présidence séchelloise, avec le vice-président, l'ancien vice-président Mériton. Et donc c'était les Seychelles qui avaient financé carrément la totalité des dépenses de la COI, justement pour que la COI puisse mener des négociations pendant cette période-là, avant les élections, les dernières élections présidentielles à Madagascar.
voudrais ici, si vous me le permettez, remercier les Seychelles pour cet acte indiano-océanique. Je dois, à la vérité, dire que tant à Bruxelles qu'auprès de la délégation de l'Union européenne à Maurice, j'ai eu le sentiment de ne pas être compris de mes interlocuteurs. Aujourd'hui, je suis libre de le dire. Ou si je l'étais, que la lourdeur du processus décisionnel de cette organisation ne permettait pas d'envisager un appui effectif, malgré l'évidence de l'intérêt des États européens à la stabilité de notre région. En revanche, j'ai senti la réactivité de l'Agence française de développement pour travailler sur le lien entre paix et stabilité qui a finalement donné naissance à cet outil très utile que constitue le projet éponyme qui nous réunit aujourd'hui. Je suis donc reconnaissant à l'AFD d'avoir la première saisi, Gilles, l'importance stratégique de ces questions et d'avoir mis en place un cadre d'appui permettant à notre organisation de répondre aux défis posés par la stabilité institutionnelle et politique de notre région. Merci déjà pour cette campagne qui démontre effectivement l'un des messages essentiels, c'est effectivement que la CEI ne disposait pas de moyens propres et qu'il a toujours été difficile de reprendre une expression. Il a fallu raquer les fonds de tiroir, mais c'est vrai qu'on a dû quand même faire appel au cirque. On a dû faire appel il y avait également le risque, le programme indicatif régional et puis le programme d'appui à l'intégration régionale. Bref, donc il a fallu réussir à mobiliser des moyens, ça n'a pas toujours été facile. Alors vous avez rapidement rappelé justement le fait qu'on a aussi été soutenu très directement dans l'action de la CEI par la présidence séchelloise de la CEI de l'époque. Vous allez d'ailleurs organiser des missions d'écoute et de dialogue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, Gilles, il s'agissait surtout pour nous de continuer de tracer le sillon de la normalisation institutionnelle et démocratique entamée dès 2013, comme je l'ai dit, 2014, par la Grande Île, et de l'aider à réussir ce grand rendez-vous civique et démocratique qui s'annonçait. Je me rappelle que lors du 33e Conseil des ministres, sous présidence séchelloise, le secrétaire général de la CEI avait reçu mandat d'être particulièrement présent aux côtés de Madagascar dans ces moments importants. Et c'est ce que nous avons fait. Je crois que les responsables politiques malgaches, au premier chef, les candidats présidentiels, mais aussi les acteurs institutionnels, en particulier la CENI, ont bien compris le sens de nos démarches, qui s'inscrivaient elles-mêmes dans le cadre plus vaste d'une communauté internationale coordonnée par l'Union africaine, encore une fois, comme l'a dit Jean-Claude, qui exerçait une pression, mais une pression amicale, sur les principaux candidats pour qu'ils respectent les règles élémentaires de scrutin démocratique. Je dois dire que cette conjonction des efforts a donné des résultats positifs, même s'il est clair que tous les écueils techniques n'ont pas pu être résolus. Je pense par exemple au gel des listes électorales entre le 15 mai et le 1er décembre, ou encore aux critiques à l'égard des logiciels d'établissement des résultats présentés le 31 octobre par le PNUD. Néanmoins, au-delà de ces difficultés, j'ai conservé le souvenir que nos missions à Madagascar avaient contribué à préparer effectivement les conditions d'une élection présidentielle sereine, et en particulier celle du second tour, que nous imaginions tous serrés et donc potentiellement porteurs de risques. Nous avons insisté en particulier sur la nécessité de donner du temps au temps pour permettre à la Haute Cour constitutionnelle de se prononcer de façon incontestable sur l'issue du premier tour, après que l'ensemble des contentieux et des interrogations des principaux candidats soient apurés et expliqués. Je dois dire que sur ce sujet, nous avons trouvé auprès du président de la République par intérim de Madagascar pendant cette période, comme auprès du président de la CENI, une grande compréhension et une remarquable ouverture d'esprit. S'agissant du second tour, notre sentiment a été qu'avec le passage d'une élection de 35 à 2 candidats, celui-ci serait en réalité d'une toute autre nature que le premier tour. Si l'idée d'un code de bonne conduite contraignant, idée testée lors de la mission que j'ai menée en Tananarivo avec le président d'exercice de la CEI, Vincent Mériton, le 23 novembre 2018, était clairement inadaptée au contexte du premier tour, avec sa myriade de candidats. Le second tour était en revanche
devait en revanche permettre aux deux candidats d'adopter un tel code fruit de leur conviction civique et de notre plaidoyer. Je crois honnêtement que nous y sommes parvenus en jouant la partition de l'équilibre, de l'équidistance et d'une neutralité bienveillante pour tous. La CEI n'a jamais cherché à faire l'élection ou à affirmer un protagonisme malvenu. En amont de l'élection, comme dans ses missions d'observation électorale, s'en est tenu à un rôle de facilitatrice et à supposer les bonnes limites de ses interventions désintéressées pour demeurer l'ami de tous et ne pas prêter le flanc à une critique sur son immixtion dans les affaires intérieures de l'État souverain. Ainsi, l'élection présidentielle malgache de 2018 a-t-elle été un succès avec une situation politique institutionnelle stabilisée et un effort international en cohérence avec les attentes du gouvernement, des acteurs politiques et de la société civile. Je suis très heureux et fier que la CEI y ait, à sa mesure, contribué. Et comme je l'avais dit hier, je pense que la CEI aurait dû avoir les moyens de rester toujours à côté des Malgaches, et aujourd'hui ça aurait été une continuité, et non pas comme si c'était un début, puisque nous sommes dans la même situation, c'est des élections, on a commencé déjà à parler des listes électorales, demain on commencera à douter sur ceux qui exercent ces fonctions, et donc ça revient au même. Je pense que la permanence, donc que nos partenaires puissent nous aider à avoir les moyens pour qu'il y ait une permanence, une stabilisation de ces institutions, ça aidera. Pour ceux qui ne sont pas de l'Indiano-Océanie, je dois vous assurer qu'une crise à Madagascar, c'est une crise dans la région. C'est-à-dire, si Madagascar ça se passe mal, rassurez-vous, ça se passe pas mal au Comores, à Maurice, aux Seychelles. Nous sommes comme ça dans l'Indiano-Océanie. Madagascar étant la principale île, nous sommes tous ici, toutes nos populations sont ici, et il y a une contamination automatique. Donc, aider Madagascar, c'est aider l'Indiano-Océanie en général. Je vous remercie. Merci, monsieur Hamada. D'ailleurs, je crois que c'était le vice-président Mériton qui disait souvent si Madagascar s'enrhume, c'est toute la région qui est perdue, pour vraiment imager justement cette interdépendance entre nos îles. Merci d'être revenu sur ces missions d'écoute et de dialogue qui avaient été menées par la CEI, donc en amont des scrutins eux-mêmes, et où on avait pu rencontrer notamment les protagonistes à Madagascar, que ce soit les institutions, également les candidats, et proposer effectivement un code de bonne conduite à ce moment. Professeur Marine Moutou, on voit bien qu'à travers l'expérience de vos différents collègues, secrétaires généraux, la trajectoire de la CEI, dont les interventions qui ont autrefois été qualifiées, je le redis, d'aimables intermèdes, ont graduellement été recherchées et même reconnues dans la promotion de la gouvernance démocratique, et on a vu au processus électoraux. Alors comment aujourd'hui justement se structure ce mandat de la CEI, qui je le rappelle a pu être ad hoc durant toutes ces années? Merci Gilles. Tout d'abord, je voudrais remercier la République de Madagascar d'avoir autorisé la tenue de cette conférence de 3 jours sur les questions qui sont essentielles, la gouvernance, paix et stabilité, et aussi aux équipes de GPS d'avoir imaginé cette session qui permet de retracer avec nos collègues secrétaires généraux l'évolution justement de cette thématique sur ce premier quart de siècle et mesurer ainsi le chemin qui a été parcouru. J'ai écouté avec beaucoup d'attention mes collègues secrétaires généraux, Madame Andreas, M. Mestral et Madame Adi, qui, et je le souligne, quand même ont laissé une institution en ordre de marche et en progression aussi après leur mandat, ce qui n'est pas forcément vrai dans toutes les organisations, mais là je tiens à le souligner. Ensuite, les expériences qu'ils ont données de l'évolution du rôle de la CEI en faveur de la gouvernance et de la stabilité
correspond effectivement à quelque chose que j'avais en tête dès le début de mon mandat, le programme GPS. Alors, au début, ce programme, il m'avait été annoncé comme étant le programme PSG. D'accord, mais étant avec, comme beaucoup de Comoriens, à toutes mes activités à Marseille, cela n'était pas possible. Cela n'était pas possible, donc on l'a transformé en gouvernance, paix et stabilité, et non pas en paix, stabilité et gouvernance. Et comme cela aussi été rappelé ici, c'est que la CEI n'est pas une organisation supranationale, il faut en être conscient, qui disposerait d'un mandat pour intervenir directement auprès ou dans un État membre, sinon à sa demande. C'est une commission technique de rang ministériel qui intervient donc à la demande des États membres, notamment à l'occasion de scrutins nationaux dans le cadre de médiation en concertation avec les États membres et la CEI. Et là, une question qui a été discutée précédemment, c'est que la nécessité d'avoir la possibilité de conduire des missions électorales, et si la CEI a conduit des missions d'observation électorale dans le passé, dans le programme GPS, cela n'est pas aujourd'hui prévu dans le plan de travail, et il en est de même du financement des exercices électoraux. Et comme je l'avais dit hier dans mon discours d'ouverture, il y a des organisations régionales et internationales qui ont non seulement un mandat, mais aussi des ressources pour conduire ces missions d'observation, mobilisant en plus un nombre bien supérieur d'observations que ce qu'a pu faire la CEI dans le passé. Au début de mon mandat, en 2020, nous avons eu une demande d'un État membre, des Seychelles, la République des Seychelles, pour la mise en place d'observations pour les élections. Et effectivement, nous n'avons pas pu y répondre. Essentiellement, des questions institutionnelles, mais aussi des questions des ressources. En ce moment, nous travaillons beaucoup à la CEI dans le cadre d'un mandat aussi donné par les États membres, bien avant que j'arrive, qui est la question de la modernisation de la CEI, du renouvellement de son organisation, et aussi de chercher des voies et moyens pour. Il est question là-dessus de travailler sur les accréditations à des bailleurs, à l'Union européenne et au Fonds vert, qui nous permettra, in fine, d'avoir à un moment donné suffisamment de fonds pour avoir, je dirais, des modalités d'action qui ne seront pas pénalisées par les moyens. Bon, on sera toujours en manque de moyens, mais nous pourrons les réorienter. Et sur des questions qui sont vitales, qui sont celles de la gouvernance, de la paix et de la stabilité, parce que sans ces trois éléments, sans ces trois items, nous construisons sur du sable, et la moindre risée, une forte risée, comme une élection présidentielle manquée, peut mettre toute la construction à bas. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et ne pas travailler directement ou indirectement, les deux aspects sont très importants. Donc depuis près de 3 décennies, la CEI a répondu aux besoins des États membres sur une base ad hoc, c'est-à-dire à la demande des États membres ou de nos instances décisionnelles. La question des moyens, et Madame Hadi a bien rappelé que c'est, ainsi que Jean-Claude de Lestrac, que cela a été que c'est souvent le nerf de la guerre, mais en même temps, et j'en ai discuté un petit peu avec l'ambassadeur Henry hier, il y a des questions vitales aussi que nous pouvons porter. Ces questions, nous pouvons les porter à l'Union africaine. L'approfondissement de la démocratie, l'installation d'institutions fortes dans nos États membres, cela concerne aussi, ce sont des îles africaines que l'Union africaine s'en préoccupe aussi. Effectivement, nous sommes une organisation de proximité, mais nous sommes aussi devant un continent pour lequel nous pouvons beaucoup apporter, puisque les expertises sont mobiles d'un océan sur lequel nous avons énormément d'expertise. Nous sommes frontliners sur les questions de global warming, de questions climatiques et de perte de biodiversité, comme le sont les États du continent. Et donc là-dessus,
l'Union africaine doit pouvoir aussi y apporter son écho dans son écho, non pas son écho, son écho dans la construction de cette zone démocratique où la liberté de choisir, la liberté de circuler doit être primordiale. Depuis 2022, la COI dispose donc pour la première fois d'un cadre d'opération avec le projet GTS, et ce programme, dont les composantes vous ont été présentées hier, doit permettre aussi de renforcer les capacités de la COI pour agir durablement dans la promotion de la gouvernance démocratique et de la stabilité régionale. Avec ce projet, nous souhaitons que la diplomatie parlementaire devienne un acteur pérenne du paysage institutionnel et de coopération de la région. La réactivation de l'association des parlements de la COI s'inscrit dans cette démarche. Mon collègue Jean-Claude Delestrac avait déjà travaillé à la relance de cette association en 2016 et il est maintenant nécessaire de poursuivre cette dynamique de relance. Je me félicite de l'engagement des parlements de nos États membres et notamment des présidents des assemblées nationales à faire en sorte que les membres de la PCOI coopèrent durablement, non seulement en matière de diplomatie de prévention ou éventuellement de médiation, mais aussi sur les sujets de politique publique en faveur du développement durable. Et justement, la paix et la stabilité est le socle premier du développement durable de l'Indien-Océanie. À travers ce programme, nous renforçons donc des réseaux, dont celui des parlementaires que je viens d'évoquer, mais aussi celui des organes de gestion, des élections qui déjà, lors d'un rapport de financement en 2016, avaient indiqué leur souhait d'un réseau pour collaborer et échanger les bonnes pratiques. C'est donc ce que nous avons fait en 2022 dès la phase de démarrage du projet GPS avec la structuration et le lancement du réseau électoral de l'océan Indien. Le renforcement des capacités par les pairs est au cœur de ce réseau afin de permettre à chacun des membres de gagner en compétences, mais aussi d'apprendre des bonnes pratiques régionales et internationales. Nous avons également réactivé la plateforme des femmes en politique et nous allons lancer des appels à propositions pour soutenir des acteurs étatiques et non étatiques dans l'idée de faciliter l'engagement dans la vie publique, de donner une place grandissante à la voix de tous, notamment des femmes et des jeunes, de promouvoir la culture démocratique et des droits de l'homme, dont l'un des premiers concerne le droit à des élections justes, crédibles, transparentes et apaisées. Le mandat de nos instances et surtout notre mission, rappelée dans notre nouveau plan de développement stratégique, la COI agit au nom de ses États membres dans les domaines où l'action collective constitue une valeur ajoutée et dans le respect du principe de subsidiarité. C'est donc ce que nous faisons en mobilisant les acteurs régionaux, en structurant des réseaux comme nous avons pu le faire avec succès dans d'autres domaines, à l'image de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien, devenue Cap Business Océan Indien, ou encore de l'Association des ports des îles de l'océan Indien. Donc la COI, vous l'avez compris, a pour rôle d'impulser, de faciliter, d'accompagner, parfois de coordonner, mais non de se substituer aux acteurs nationaux. Il nous revient donc de poursuivre dans ce sens pour que la PCOI et le REOI, par exemple, participent pleinement à la diplomatie préventive avec la collaboration de la COI en tant que besoin. Pour ce faire, nous avons déjà indiqué notre disponibilité à accueillir le secrétariat de la PCOI et de la FPOI et à appuyer techniquement le réseau électoral de l'océan Indien. À cet égard, nous avons obtenu un accord de principe de nos instances pour créer une unité de gouvernance au sein du secrétariat général de la COI, ce qui nous permettra de nous détacher d'une action par à coup au profit d'une ligne pérenne d'action. Et là, je rejoins ce que ont présenté mes prédécesseurs, c'est la question démocratique, l'approfondissement de la démocratie, la garantie de la liberté, c'est vraiment des actions, une politique de temps continu qui va au-delà de l'activité des secrétaires généraux, ce qui doit être inscrit dans le marbre à la COI. Je voudrais ajouter un dernier mot pour dire combien je trouve utile ce type d'échange qui permet de faire le point et de mobiliser l'intelligence collective, l'expérience des secrétaires généraux qui ont de plus occupé des fonctions importantes de la vie publique de leur pays et de la région.
nous permettent d'avoir une profondeur de vue sur notre action, et cette expérience mérite, je crois, d'être documentée et mobilisée dans nos actions futures. Par exemple, à l'occasion d'éventuelles missions d'écoute et de dialogue, où les circonstances l'exigent dans des situations de médiation, car effectivement notre proximité insulaire nous permet sans doute d'avoir une valeur ajoutée aux côtés des actions entreprises par d'autres organisations, dont l'Union africaine. Je vous remercie.